On peut le voir de cette manière-là. Si on a un blackout et que les pompes ne marchent plus, que les télécoms arrêtent de fonctionner et qu'on a une perturbation ou un arrêt de la production en général, eh bien, d'un côté, on a les stations-service qui ne fonctionnent plus, on a la distribution d'eau qui vient à ne plus fonctionner au bout d'un moment, on a aussi toute la problématique des paiements électroniques qui cessent de fonctionner, on a la perturbation à cause de l'arrêt de la production des livraisons, et dans le cas des stations essence, eh bien, au bout d'un moment, on a des pénuries de carburant qui se déclarent. Dans le cas de la distribution d'eau qui s'arrête, on commence une crise sanitaire. Quand on combine la problématique des paiements et des livraisons, on a des pénuries de biens d'existence qui se dessinent. Et si on n'identifie que une ou deux dynamiques d'amplification, c'est que on a tout d'abord la pénurie de carburant qui va alimenter la problématique de l'arrêt de la production et celle des livraisons. On a celle des télécoms qui vont alimenter celle de l'arrêt et la perturbation de la production. Et enfin, celle des paiements qui aussi va accroître la problématique de la perturbation et de l'arrêt des livraisons. À partir de quand la confiance d'une société s'effondre et qu'on ne peut plus faire d'échanges basés sur la confiance, ce n'est pas forcément la confiance de confier quelque chose à quelqu'un, mais qu'un système de paiement, comme un paiement par facture, est un système qui est basé sur la confiance. Un système de paiement par chèque est basé sur la confiance. À partir de quand est-ce que seul l'argent sonnant et trébuchant fait foi dans une société? C'est des questions qu'il pourrait être important de se poser. Alors quel risque, quel danger de ces trajectoires-là? Alors d'un point de vue sécuritaire, on pourrait périodiser et identifier les dangers de la manière suivante. Si on prend ne serait-ce qu'en fait des périodes des phases, on a tout d'abord une première phase jusqu'à 2 heures qui est celle du dérangement. On a une seconde phase qui est celle de la désorientation qui va jusqu'à 8 heures. Une troisième phase qui est celle de la désorganisation jusqu'à 24 heures. Et les risques et dangers associés, ou les premières apparitions de ceux-ci, on a dans le premier cas, c'est les accidents, c'est les difficultés à se déplacer, difficultés aussi à appeler les services de secours et d'avoir des personnes coincées, qu'elles soient dans le métro, dans les ascenseurs, dans tous les dispositifs qui sont électroniquement réglés. Le second problème, lors de la deuxième phase, c'est le stress, c'est les pénuries d'eau qui peuvent commencer, les pénuries de carburant, les tensions, et en particulier les tensions monétaires, et dans certains cas les décès, surtout dans les services hospitaliers qui ne disposeraient pas d'une alimentation d'urgence. Dans la troisième phase, on a la problématique de l'hypo, de l'hyperthermie, on a les immobilisations, les fermetures de commerce, incapacité de commercer ou bien insolvabilité des clients, pas assez d'éclairage. On peut avoir des heurts sur les moyens de paiement parce que les nécessités d'acheter, en particulier l'alimentation, subsistent. Ce sont des besoins de base. Dès qu'on va au-delà de cette période-là, on a une désagrégation de la société qui commence à se produire. En tout cas, c'est ce qu'on peut anticiper. Ça, c'est des projections best guess, on va dire. C'est pas de je vous dis, on est plutôt de la représentativité que la précision ultime. Tout ça dépend de facteurs multiples. On a ensuite la phase de la désintégration. On a jusqu'à 7 jours dans lequel on a vraiment des problématiques importantes qui apparaissent. À partir du 8 jours, une forme de dévastation, parce qu'à ce moment-là, la plupart de ce qui pouvait exister comme service a cessé, et on pourrait imaginer une phase de destruction totale et permanente de la société après une période indéterminée, en l'absence d'arrivée de secours extérieurs. La première phase de désagrégation, on a tous les problèmes des incendies, qui apparaissent parce que les gens cherchent à cuisiner. On a les pénuries alimentaires à partir de 2 jours. La moyenne, en tout cas en Suisse,
de réserve alimentaire des ménages, c'est 3 jours. À Bordeaux, la capacité de la ville, c'est 1 journée. À Paris, semble-t-il que c'est une demi-journée. Voilà quelques informations pour réfléchir. On a aussi toutes les intoxications et les fermetures des banques dans certains cas, et ça c'est un gros problème, on ne peut plus avoir de cash. On a l'épuisement du personnel d'urgence, à partir de là, on a l'arrêt des alimentations de secours, l'agressivité, le marché noir qui se met en place rapidement, ou les systèmes mafieux qui commencent à prendre l'ascendant sur les systèmes de règlements légaux. À partir de ça, on a des replis communautaires qui pourraient se produire, des pillages, des violences, les maladies, l'effondrement des services publics et notamment des structures d'intervention des hôpitaux, qui au bout d'un moment ont aussi une capacité à durée humaine en termes de temps de travail et d'engagement qui arrive à une limite tout à fait humaine. Et dans le cas hypothétique d'une destruction, c'est la transformation fondamentale des rapports sociaux vers une compétition une rivalité pour l'obtention des biens à tout prix, une prédation, des morts de masse à y envisager, que ce soit pour des questions alimentaires ou bien épidémiques, et une dégradation terminale des infrastructures critiques jusqu'à reconstruction de nouvelles. Ce que ça met en évidence, c'est que si on va plus loin et que l'électricité ne peut pas être établie, eh bien, une station de blackout pourrait devenir terminale. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par terminale? Terminale, ça veut dire qu'on peut s'attendre à d'immenses troubles. Et ces troubles internes, on peut les classifier dans 3 éléments. D'abord, c'est un basculement de la chaoticité des rapports humains, pour ce qui peut rester des rapports humains, jusqu'à un point. Et ce que suggère l'observation d'un certain nombre de cas, c'est qu'il peut même arriver que ces transformations chaotiques peuvent aller jusqu'à faire briser l'unité de la famille, comme ensemble à la fois social pertinent. C'est une possibilité, qu'on est encore dans un scénario très hypothétique. C'est également une perte de mémoire sociétale. C'est-à-dire qu'avec, dans notre situation, un blackout terminal, aujourd'hui, une grande partie de ce qui constitue la mémoire de la société est digitalisée. Perdre l'accès à l'électricité, c'est perdre l'accès à ces supports de données, et donc c'est perdre la mémoire sociétale. D'autant plus qu'aujourd'hui, les livres sont imprimés de moins bonne qualité que par le passé, voire de significativement moins bonne qualité, et que ceci se délite et que l'écriture s'efface dans les 30 à 40 ans après publication. Ça, c'est un élément aussi à prendre en compte. On a bien sûr une perte démographique. Les Américains estiment que jusqu'à 90% de la population pourrait disparaître dans ces conditions-là. Et on a aussi la perte de capacité et de compétences pour redémarrer la société parce qu'on a cette perte de savoir. Et on a aussi une absence de savoir pour en fait subsister dans une société qui n'a pas d'électricité. Alors, est-ce que c'est de la science-fiction, quelque part, tout ça? C'est une bonne question à poser, parce que sinon, on pourrait envisager que toute cette intervention vise plus à faire peur qu'à faire réfléchir. Or, ce n'est pas mon intention. Alors, il est certain que le scénario terminal est aujourd'hui un scénario extrême. La question à se poser, c'est est-ce que c'est un scénario qui n'est pas plausible? Et on sait aujourd'hui qu'en cas de tempête solaire ou d'explosion nucléaire en haute altitude, produisant une impulsion électromagnétique, eh bien que ce scénario-là fait partie de l'ordre du plausible et qui n'est pas en fait de l'ordre de la science-fiction. Je vous détaille dans quelques minutes un cas qui aurait pu survenir et qui aurait pu provoquer exactement cette situation, qui par chance ne s'est pas produit, pour des raisons qui sont totalement externes à la volonté et l'agence humaine. On a également 2 autres cas qui pourraient, de manière limitée, produire dans certaines conditions un scénario de ce type-là. La première, c'est une cyberattaque massive qui ne pourrait pas être combattue ou atténuée. Et une seconde, c'est une destruction coordonnée d'infrastructures critiques qui empêche la reconstruction d'un réseau.
Le premier élément que j'aimerais explorer avec vous, je vais explorer les 4 éléments, ce sera l'outline de cette intervention. C'est celui des tempêtes solaires. Alors, ces tempêtes solaires sont des événements naturels qui ont toujours eu lieu dans le cadre du système solaire. La différence, c'est que depuis 150 ans, les réseaux électriques, et en particulier les réseaux de lignes à haute tension ou auparavant le réseau télégraphique, est perturbé par ces impulsions électromagnétiques. La Terre est en principe protégée de celles-ci, mais ces impulsions électromagnétiques qui proviennent d'éléments de plasma qui sont expulsés à très haute vitesse du Soleil, de l'ordre du millier de kilomètres secondes, ont pour conséquence de provoquer des perturbations électromagnétiques qui viennent pénétrer sur Terre, non pas directement, mais par les pôles. C'est pour ça qu'en fait, les régions les plus proches des pôles, et en particulier l'hémisphère nord, sont particulièrement à risque. Ces impulsions magnétiques, une fois qu'elles arrivent au contact de la surface terrestre, provoquent une réaction physique qui a pour conséquence que les composants métalliques qui sont relativement proches pourraient, dans certains cas, et le font dans certains autres, fondre. Et la conséquence de cela, c'est qu'en fait, que ce soit des transformateurs ou des composants électroniques, cessent de fonctionner. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas en fait un risque de science-fiction, c'est un phénomène qui survient régulièrement et qu'au cours au cours de la dernière décennie, il y a 9 transformateurs documentés aux États-Unis qui ont été mis hors d'usage par ce phénomène-là. Et on soupçonne qu'il y en a plus, parce qu'il y a aussi de la dissimulation de données. Il y a un blackout en 2003 en Suède qui a été causé par ce phénomène-là, mais ça reste des éléments circonscrits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1959, on a eu ce qu'on appelle le Corrington Event, qui est une tempête solaire particulièrement importante qui a provoqué la fonte ou la mise à feu du réseau télégraphique victorien, en tout cas pour en partie. Et c'est un événement d'ampleur significative. Et il y a de cela 7 ans, un événement de la même ampleur s'est déroulé. La différence avec 1859, c'est que dans ce cas-là, la tempête solaire a été observée par des sondes de la NASA et elle s'est dirigée dans la direction opposée à celle de la Terre. Mais son intensité était telle qu'on la compare aux événements de 1859 et selon le rapport de la NASA sur la question, si la tempête solaire avait touché la Terre, les sociétés modernes seraient revenues à l'équivalent du XVIIIe siècle. C'est une déclaration à ne pas prendre à la légère, compte tenu des effets. Et c'est une déclaration qui, on pourrait dire quelque part, une forme d'optimisme, parce que le XVIIIe siècle était habité par des individus qui étaient capables de s'orienter et de se sustenter avec des structures sociétales et des savoirs adaptés, ce que nous n'avons plus. Comme nous savons, nous sommes incapables de subsister sans électricité. Maintenant, la vraie problématique, c'est la survenance d'un nouvel événement de ce type-là. Et toujours selon des calculs de la NASA, on peut envisager la répétition d'un événement du type de 2012 de l'ordre de 10% de probabilité d'occurrence par décennie et 4 à 6% d'un événement de moindre importance. Selon Thomas Popic, qui est le président de la Foundation for Resilient Societies, un think tank indépendant qui promeut la durabilisation et le durcissement des infrastructures aux États-Unis, cela équivaut concrètement à, sur votre vie ou celle de vos enfants, à jouer 5 ou 6 fois à la roulette russe et de gagner. Parce que la perte, c'est ça, et c'est les effets qu'on a évoqués plus tôt. L'autre